Il est venu le temps des errements. 4 ans après, et les assassins courent encore. Le temps de la justice qui marchait déjà à pas lents a semblé soudainement s'être arrêté le 28 août 2020. Les protestations diffuses dans la société n'ont eu d'effet aucun. Les marches organisées par les avocats à travers 18 juridictions n'ont vu nul empressement à mettre en mouvement la chaîne pénale dans un cas d'espèce suffisamment rare et choquant pour que l'on ne s'en émeuve. Les sit-ins n'ont pas ébranlé l'assurance des reins des autorités étatiques, enfermées dans leur tour d'ivoire d'indifférence. Bien au contraire, semble-t-il, ces manifestations d'indignation leur auraient même donné une raison de défiance supplémentaire face à l'exigence pourtant légitime de justice. Quelle plus éloquente expression d'une lutte de l'État contre la société. Tout se passe comme si les institutions responsables et à leur tête les autorités titulaires de fonctions ayant pour vocation unique le bien public s'étaient donné le mot. Tout se passe comme si la décision avait déjà été rendue, que l'affaire même échappait au prétoire, qu'elle était d'un autre ressort, qu'elle relevait, en fin de compte, de la raison d'État. Tout se passe comme si les fonctionnaires de justice n'étaient pas concernés par la densité du drame, objet de leur office, et que leur seule charge consistait à répéter des gestes routiniers, remplir des formulaires, évoquer les articles de loi, en s'immergeant toute conscience abrutie dans ce que Hannah Arendt décrivait comme la banalité du mal. Ce diagnostic implacable n'est pas sans vraisemblance. Au constat du calvaire judiciaire qui marque son dossier, passant par toutes les formes d'abdiction de la justice, cambriolage successif du greffe, disparition des dossiers, libération des prévenus et même, de manière inimaginable, dessaisissement à répétition de juges instructeurs. Tout ceci se déroule alors que la société, éprouvée par une insécurité sans nom, s'est fatiguée. Par lassitude, les demandes tendent à fondre dans la routine et le train-train quotidien. Le sauve qui peut prend la primeur au détriment de la solidarité sociale. La course perpétuelle à l'avilissement s'accélère. Le déchaînement pour l'enrichissement illicite demeure insoumis à la sanction. Nul doute qu'un tel climat soit de nature à alimenter le pessimisme. Tout ne serait donc que palabres, illusions, ainsi qu'en témoigne l'assassinat tragique du professeur Dorval. Les forces qui s'opposent à la modernisation seraient tellement fortes qu'un complot aurait été jugé nécessaire contre la liberté frondeuse du bâtonnier, avocat, dont le carburant est celui de la parole. Au niveau de l'OPC, nous avons l'honneur de nous associer à cet événement important et très significatif organisé par le barreau de Port-au-Prince, conjointement, bien évidemment, avec l'Université d'État d'Haïti, à travers le conseil scientifique de la chaire Montferrier-Dorval de droit constitutionnel. Pour nous autres, à l'OPC, cet événement revêt une double dimension et on pourrait même dire poursuit deux grands objectifs. Premièrement, comme on peut imaginer, c'est de garder vivants des personnages qui ont réalisé de grandes choses, qui ont fait avancer par des actions, par des idées,
la lutte pour la démocratie, la lutte pour le respect des droits de l'homme, la lutte pour l'instauration d'un état de droit, et très souvent, parfois, à l'échelle internationale et parfois même au niveau national. Tout récemment, ici, dans la salle Victor Benoît, le 30 juillet dernier, nous avons fixé la projection sur une jeune policière, Christine Jeune, tuée le 19 mars 1996 parce qu'elle refusait tout simplement de serrer la main d'un bandit. Elle est partie. Elle n'est pas la seule. Il y a plein de figures historiques qui ont fait avancer la cause de la démocratie qu'on nous a enlevée cruellement. Et le professeur Dorval en est un. C'est l'occasion pour nous de dire qu'on n'entend pas baisser les bras, mais qu'on entend plutôt continuer à faire le plaidoyer pour exiger justice pour le bâtonnier Montferrier Dorval. Dans le cadre de ce dossier, nous devons rappeler qu'en août 2020, le commissaire du gouvernement, après avoir été saisi du rapport d'enquête de la DCPJ, a déféré le dossier au cabinet d'instruction. Au moins 4 personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée dans cette affaire. À date, si j'ai bonne mémoire, 4 magistrats instructeurs ont travaillé sur l'instruction de l'affaire. Les 3 premiers se sont dessaisis pour cause d'absence, comme on dit, de moyens matériels et de sécurité. Et ce qui est un constat, c'est qu'on enregistre une lenteur dans ce dossier et une lenteur qui traduit bien évidemment l'absence de volonté pour son aboutissement. C'est l'occasion pour nous de faire des recommandations. Et la première recommandation, nous croyons fermement qu'il faut faire appel à des experts concernant ce dossier. Le pouvoir central, le CSPJ, les 2 instances doivent faciliter le renforcement de la collaboration entre le parquet et le tribunal dans la conduite de l'instruction. On doit aussi assurer la sécurité, disons mieux, la protection de toutes les personnes témoins susceptibles de fournir des informations ou encore assurer la sécurité et la protection de tous ceux et celles qui font le plaidoyer pour justice pour le professeur Dorval. Et là, nous voulons dire de façon toute particulière les membres du barreau de Port-au-Prince. Engager les poursuites contre les personnes engagées de près ou de loin dans l'assassinat du bâtonnier. Doter le magistrat instructeur de tous les moyens, moyens logistiques, moyens sécuritaires, afin qu'il puisse, on le souhaite, c'est un combat, qu'il puisse rendre son ordonnance de clôture dans le délai. Et pourquoi pas, le bâtonnier l'a signalé tantôt, les greffes ont été saccagés, il faut penser à sécuriser les greffes des cabinets d'instruction. Et enfin,
prendre des dispositions pour traiter le problème des lenteurs injustifiées enregistrées dans le système judiciaire, dans la perspective, bien évidemment, de combattre le phénomène de l'impunité, car, chers amis, sans l'éradication de l'impunité, il n'y aura ni paix, ni progrès dans notre pays. C'est une chaire de loi constitutionnelle qui porte le nom de Montfleury Normal, qui a été créée par le Conseil exécutif de l'université en mars de cette année. Chaque mercredi à partir du 11, on va se rencontrer, vous allez voir exactement les thèmes, préparez-vous. Et puis pour chaque rencontre, on aura des porteurs de la rencontre. Les porteurs de la rencontre, ce sont tout naturellement des universités. Par exemple, la première rencontre, je peux vous dire déjà, la première que l'on va avoir le 11, c'est sur les fondements ontologiques. Les fondements ontologiques d'Haïti. Et là, on va demander donc à la faculté d'ethnologie de porter cela. Donc on va nous parler de culture, de ceci, cela. En fait, la chose c'est quoi? C'est que à chaque question qui sera abordée donc, dans le cadre de cette situation, on donne un canevas à l'intervenant, au conférencier. On lui dit, écoutez, vous allez faire votre présentation en 6 points. Pas vrai? En 6 points. Tout d'abord, un premier point où vous allez montrer l'importance de cette question. Par exemple, est-ce que d'après vous, les fondements ontologiques, ça doit intéresser une constitution? Est-ce qu'une constitution doit entrer dans ce genre de questions? Quelle est la pertinence de cette question? La culture. Tout d'abord, c'est ça, Maître Saint-Louis a essayé de vous dire. Est-ce qu'il faut entrer dans la culture du pays pour trouver une constitution sur mesure? Au lieu d'avoir une sorte de one size fits all, d'avoir une constitution sur mesure qui tombe bien, qui cadre bien avec nos réalités, s'il y en a, les cultures, les croyances. Pourquoi la constitution ne parle pas du vaudou, par exemple? Pourquoi pas? Les réalités qui sont là, est-ce que ce sont des questions pertinentes pour une constitution? C'est ça qu'on va demander d'abord aux conférenciers de nous dire. Et puis ensuite, est-ce que cette question, quoi importante, est-ce qu'il faut l'intégrer dans une constitution? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de régler, qui n'ont pas besoin d'être réglées dans une constitution. Donc c'est ça que le conférencier doit nous dire. Ensuite, maintenant, comment cette question est-elle réglée dans la Constitution de 87? Est-ce que cette question est réglée d'une certaine manière, abordée d'une certaine manière dans la Constitution? Pourtant, si la question est abordée, de nous expliquer et de critiquer comment cette question a été abordée dans la Constitution, et puis finalement de nous donner des idées, des recommandations sur comment on devrait aborder cela dans une Constitution éventuellement. Et la professeure Guerrier, tout justement hier, a ajouté que l'intervenant nous donnera tous les documents, les annexes, etc., qui seront nécessaires, parce que tous ces étudiants que nous allons avoir, ils seront là au cours des présentations. Après les présentations, ils doivent établir un compte rendu, rédiger un compte rendu de tout cela. Et puis, le 15 janvier, on vous fait un rapport. On fait à la nation un rapport de toutes ces rencontres. Donc, lorsque vous aurez reçu ce document sur votre boîte, alors je vous demanderai si vous avez des remarques, des objections, vous pouvez nous les faire. Il n'y a pas de problème. D'accord? Mais le prochain rendez-vous, c'est le mercredi 11 septembre à 10h. Instituer une chaire de droit constitutionnel Montfleury-Dorval, c'est un attendant que la justice judiciaire étatique, lui, passe le jour autour de son assassinat, mais lui donner déjà un élément de justice pour sa famille, pour justement faire écho de ce qu'il représente pour le pays, son œuvre et son nom, comme a dit dans l'acte fondateur de la chaire, vers la génération future, pour qu'ils connaissent, cette génération connaisse, elle connaisse qu'il y a un homme, un géant, un vieux bonus, un patriote, un citoyen dans le sens plein du terme, qui s'appelle Montfleury-Dorval et qui à un moment donné a incarné la nation et qui voulait renforcer l'institution du pays, qui voulait qu'on ait un autre pays, notre pays qui n'est pas dirigé, qui n'est ni administré ni gouverné.
Un pays où il n'y a aucun élu à tous les niveaux de l'État, de la section communale à la présidence de la République, il n'y a aucun élu aujourd'hui dans la nation qui nous dirige, qui dirige notre destin pour le présent et pour l'avenir. Aucun élu à aucun niveau de la nation. Et nous disons oui, nous sommes d'accord. Nous acceptons ça. Et M. Dorval l'a dénoncé. Et c'est pour lui que nous sommes aujourd'hui. Donc la chaire Montferrier Dorval, ce n'est pas une chaire académique seulement pour enseigner le droit constitutionnel. C'est une chaire c'est vrai d'études, d'enseignement, de recherche, mais de travail qui nous permettra d'œuvrer pour renforcer nos institutions régaliennes, la justice, instituer le Conseil constitutionnel, dont on a besoin, renforcer la justice, encourager la recherche pour avoir de vrais spécialistes dans ce domaine du droit constitutionnel pour réorganiser l'État dans le vrai sens du terme, pour organiser les mécanismes de fonctionnement et d'organisation de l'État, former les experts, former les spécialistes en droit constitutionnel dans tous les domaines. Et l'un des intervenants qui m'ont précédé a dit qu'il nous faut des anthropologues, des sociologues, parce que nous avons un problème. Comment accepter le mal avec autant de désinvolture et de nonchalance? Comment des gens, avocats, médecins, toutes catégories confondues, professeurs, acceptent le mal avec autant de désinvolture et de nonchalance?